Chers collègues, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, nous poursuivons aujourd'hui les travaux de notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française en auditionnant Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de vous être mobilisé aujourd'hui. Votre audition traditionnelle à la fin des travaux de la commission d'enquête et des missions parlementaires d'information intervient 2 jours à peine après l'annonce d'une liste de 450 médicaments essentiels. 2 jours avant l'audition de votre collègue du gouvernement, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, une première liste de 280 médicaments avait été publiée. Avec un peu de malice, nous pourrions croire que nos travaux rythment avantageusement la communication du gouvernement en matière de pénurie de médicaments, mais je n'oserais aller plus loin dans l'interprétation de la situation. La publication de la liste de ces quelques 450 médicaments essentiels marque une nouvelle étape de la feuille de route pénurie, et vous pourrez nous préciser selon quel processus elle a été établie entre consultation des sociétés savantes, retour d'expérience de la Société française d'anesthésie-réanimation, intervention de la Société française de pharmacie clinique et discussion avec le comité d'organisation, dans la mesure où nous avions déjà eu un échange avec la direction générale des entreprises sur la constitution de la première liste, et donc on aimerait savoir ce qui, entre la liste d'origine, les fameux 58 premiers qui avaient été validés, premiers médicaments validés, quelle est un peu l'évolution entre les deux, et est-ce que le process est resté le même. Le président de la République a par ailleurs annoncé la constitution d'une, alors je cite, liste cœur, peut-être est-ce la liste que j'évoquais, liste cœur d'une 50aine de médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée, ou dont la production française est insuffisante par rapport à la demande qu'il faut donc relocaliser. Sans nous révéler le contenu de cette liste, vous pourrez, je l'espère, nous indiquer dans quel délai elle sera finalisée et selon quelle méthode. Et est-ce que cela sous-entend le corollaire que les 400 autres ne sont pas concernés par les problèmes de production, en tout cas ne sont pas mis au même niveau que ces quelques 50 choisis. En outre, je souhaite que vous puissiez nous dire comment le calendrier des relocalisations annoncées mardi a été établi, car nous n'oublions pas qu'il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, le président de la République avait annoncé que la France serait en mesure d'ici 3 ans de reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol. Mais l'usine Séquence de Roussillon, dont nous avons visité le chantier, devrait entrer en production d'ici 2025 seulement. Donc nous expliciter pourquoi le délai, même si on imagine aisément qu'il y a des raisons essentielles à cela. Les mesures de relocalisation de la production s'inscrivent donc d'évidence dans la durée, mais pendant ce temps, les pénuries continuent. Ainsi, j'ai été alertée il y a 2 jours sur la pénurie de bêta-histine, un antivertigineux qui n'est certes pas un MITM, selon la terminologie de la NSM et la terminologie que nous utilisons. La LSM le considère néanmoins comme d'usage très élevé puisqu'il concerne plus de 40 000 patients chaque année. Ceci pose par ailleurs la question de l'approvisionnement de médicaments essentiels pour la qualité de vie des malades, mais réglementairement non considérés comme tels. Vous nous direz comment vous entendez dialoguer avec les associations de patients concernés par ce type de difficultés. Je pourrais également citer, par exemple, certains traitements contre la maladie de Parkinson. On a eu de toute façon, compte tenu de la liste des 3500 médicaments en pénurie, tout un tas de situations extrêmement problématiques, qu'on parle d'anticancéreux spécifiques pour certains cancers hématologiques ou alors d'anti-épileptiques qui sont prescrits sous forme pédiatrique. Enfin, il y a quelques semaines, les pédiatres de 5 pays européens, dont la France, ont déjà alerté sur les risques de pénurie à l'automne prochain. Quelles assurances pouvez-vous nous donner sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que les difficultés graves rencontrées à l'hiver dernier ne se reproduisent pas? Au-delà de l'intitulé « Plan blanc », c'est bien sûr sur le contenu de ce plan que nous vous interrogeons, car qu'il soit blanc, rouge ou d'une autre couleur, clairement, c'est la façon dont les choses doivent se dérouler. Et nous nous situons suffisamment en amont, en tout cas, pour que nous voyions clair au niveau des stocks et de la disponibilité des médicaments avant la crise épidémique hivernale à la rentrée de septembre.
Sur tous ces sujets, je vais maintenant vous céder la parole pour un bref propos introductif, puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous y invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors, je sais, et vous venez de le rappeler, il n'y a que des dames. Ah, il n'y a que des dames. Excusez-moi. Oui, je sais, c'est... Mesdames les sénatrices. Il faut s'y faire, hein, mais ça arrive régulièrement. Donc, Mesdames les sénatrices, je sais l'avancement de vos travaux et je vais reprendre des éléments un petit peu généraux et bien sûr, je serai à votre entière disposition pour répondre aux questions plus précises ou pour préciser certains points, comme vous l'avez fait remarquer, Madame la Présidente, dans la suite des débats. Alors, la question de la pénurie de médicaments n'est pas une question récente. Hein. Elle existe quasiment depuis toujours, oserais-je dire. En tout cas, en tant que médecin hospitalier, je l'ai connue très régulièrement à des périodes, pas systématiquement l'hiver d'ailleurs. Depuis un an, la situation a été particulièrement regardée par un meilleur signalement de ces risques de rupture et de pénurie par la NSM, qui s'est équipée des outils nécessaires, mais également avec un choc ou des chocs exogènes sur le circuit du médicament et l'industrie du médicament. Bien sûr, la guerre en Ukraine qui a produit des difficultés principalement dans les outils de conditionnement, et puis cette phase post-Covid qui a complètement modifié la perception que l'on pouvait avoir de ces consommations de médicaments, avec une période qui a été très concentrée sur certains types de médicaments, par exemple le paracétamol, moins sur d'autres, les antibiotiques, puisque les mesures de protection qui ont été prises avaient diminué la prescription de ces mêmes antibiotiques. Nous avons connu cet hiver des difficultés importantes sur deux de ces produits, bien entendu, le paracétamol et l'amoxicilline, principalement dans leur forme pédiatrique. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur ces difficultés très particulières. Alors, quelle a été la réaction que j'ai voulu mettre en place face à ces pénuries? Vous l'avez dit, Madame la Présidente, une feuille de route pénurie, un plan pénurie, avec un premier principe qui était l'établissement des médicaments essentiels, cette fameuse liste publiée il y a 2 jours. Pourquoi publier une liste de ces médicaments essentiels? Eh bien, pour mieux les identifier, mieux les surveiller, mieux les contrôler et identifier pour chacun de ces médicaments, réaliser une cartographie des risques depuis la production du principe actif jusqu'à la distribution des boîtes en pharmacie. Je pense qu'il est important ici de bien souligner l'importance de ce dispositif, de cet éventail absolument complet. En ce qui concerne l'amoxicilline cet hiver, par exemple, j'ai pu constater une différence entre des industriels me disant que les stocks étaient là et qu'ils arrivaient à produire, et les pharmaciens me disant au même moment qu'ils n'arrivaient pas à avoir les boîtes dans les pharmacies. Donc toute cette chaîne non seulement de production, mais également de distribution est extrêmement importante à prendre en compte. Dans les mesures à prendre, bien entendu, en dehors des mesures qui ont été très conjoncturelles cet hiver, comme les possibilités pour les pharmaciens de ne distribuer que le nombre de comprimés strictement nécessaires, leur possibilité de déconditionnement, les mesures que nous avons pu prendre de refabrication au niveau de pharmacies françaises de certains produits actifs. En dehors de ces mesures immédiates, bien entendu, une stratégie de relocalisation, vous l'avez dit, annoncée il y a 2 jours par le président de la République sur des principes actifs, dans la continuité de France Relance et de France 2030. Et puis, surtout, une volonté, dans le cadre de ce plan de pénurie, d'information, de transparence, de clarté envers nos concitoyens, bien entendu, mais aussi envers les professionnels de santé, les invitant, en cas de difficultés ou de tension, à aligner leurs prescriptions sur les molécules plus facilement identifiables.
Parallèlement à cette stratégie mise en place au niveau français, bien sûr, une stratégie également au niveau européen, et j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec mes homologues européens. La dernière réunion, d'ailleurs, à Stockholm, n'avait que pour seul sujet les pénuries de médicaments au niveau de l'Europe, puisque cette problématique, bien entendu, elle dépasse largement nos frontières. Concernant l'Europe, donc la France s'est associée avec 18 autres pays à une proposition de la Belgique, le Critical Medicines Act, qui vise à reporter sur ces médicaments essentiels ce qui a été voté sur les métaux rares, qui sont considérés comme indispensables. Cette stratégie est très proche de celle de la France, avec là aussi établissement d'une liste de médicaments dits essentiels, réalisation, mise en place d'un principe de solidarité au niveau européen, également d'une exigence de transparence sur les productions vis-à-vis des industriels et une stratégie de relocalisation de la production de ces principes actifs et de ces médicaments au niveau de l'Europe. Donc vous voyez que le plan qui est déployé et que j'ai lancé suite aux difficultés de cet hiver est tout à fait parallèle au plan européen et va s'articuler avec lui pour que nous puissions aboutir à cette souveraineté sur l'ensemble des médicaments dits essentiels. Vous m'interrogez sur la réalisation de cette liste et l'évolution un petit peu de cette liste. Je crois que c'est important. Les tout premiers médicaments que nous avons travaillés étaient issus uniquement, ces 58 dont vous parliez, étaient issus uniquement de l'anesthésie-réanimation et effectivement des travaux de la Société française d'anesthésie-réanimation que nous avons souhaité dupliquer sur l'ensemble des spécialités. C'est une méthode qui est bien connue dans le domaine médical, qui est la méthode de Delphi, qui consiste d'abord à screener par un comité l'ensemble des molécules qui sont utilisées par une spécialité. Ensuite, confier cette liste à un groupe d'experts, un peu plus d'une vingtaine de membres, qui va permettre d'identifier et de noter chacun de ces médicaments en fonction de sa criticité pour les patients, en fonction également de sa fréquence d'utilisation, à l'issue de laquelle cette liste ressort les médicaments considérés essentiels pour chaque spécialité. Nous avons reproduit cette méthode pour l'ensemble des spécialités, ce qui aboutit à cette liste finale de 450 médicaments. Pour être très précis, c'est une liste avec 400 médicaments plus 50 médicaments considérés comme des médicaments de santé publique, en tout cas que nous avons voulu mettre comme médicaments de santé publique. En ce terme, ce sont des médicaments qui répondent à des objectifs de santé publique, par exemple les vaccinations, par exemple la pilule abortive qui fait partie de cette liste de médicaments. Voilà comment nous sommes arrivés à ces 450. C'est une stratégie qui n'est qu'une stratégie médicale, faite par les professionnels de santé, et elle se combine avec une liste, enfin en tout cas une stratégie de fragilité industrielle qui aboutit à cette liste cœur dont parlait le président de la République, avec la volonté de relocaliser la production d'une cinquantaine de médicaments, dont les 25 premiers ont été annoncés il y a 2 jours sur ces médicaments de cette liste cœur. Les associations de patients, vous en avez parlé, vont bien sûr être associées à l'élaboration finale de cette liste. Comme j'ai eu l'occasion de le lire, c'est une liste qui est vivante. Ce n'est pas une liste qui est complètement gravée dans le marbre. Elle est vivante en ce sens où chaque interpellation pourra être analysée selon la même méthode par les spécialistes concernés pour nous dire s'il y a lieu de rajouter 1 ou 2 médicaments dans cette liste. Et enfin, elle est vivante parce qu'il est prévu d'ores et déjà de la mettre à jour tous les ans pour suivre là aussi les évolutions thérapeutiques et la sortie éventuellement de nouveaux médicaments. Vous m'interpelliez sur la bêta-histine. Donc c'est effectivement un antivertigineux qui a un service médical rendu qui est modéré, qui ne fait pas partie de la liste des médicaments à index thérapeutique majeur. Cette fameuse liste, là aussi une autre liste, on pourrait, une liste de 6000 médicaments, dont 400 ont été là aussi identifiés de façon plus précise, mais pour des raisons de stock, donc c'est tout à fait différent. Il existe des alternatives thérapeutiques tout à fait comparables à la bêta-histine selon la Haute Autorité de Santé, le Tanganil par exemple. Donc,
de ce côté-là, ça fait partie là aussi des éléments de réponse. Y a-t-il des médicaments qui peuvent les remplacer de façon tout à fait transparente? Quand c'est le cas, effectivement, la problématique est moindre. Très bien. Je vais tout de suite passer la parole à Laurence Cohen, rapporteure, pour une première série de questions. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, merci, Monsieur le Ministre. En fait, je vais vous poser 6 questions, à peu près. Et après, je laisserai mes collègues prendre le relais et éventuellement, je vous demanderai des précisions. Donc, suite aux propos liminaires de la présidente, effectivement, vous nous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments constituant la façon dont vous avez travaillé sur la liste des 450 médicaments essentiels. Le dossier de presse indique que parmi ces 450 médicaments essentiels, 40% ont connu des ruptures dans les 2 dernières années. Et vous avez annoncé dans Le Parisien mardi que les médicaments essentiels devront avoir 4 mois de stock, peut-être même plus pour certains, notamment ceux qui ne sont fabriqués que dans 1 ou 2 usines. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que l'ensemble des médicaments essentiels feront l'objet d'une obligation de stock renforcée, portée à 4 mois, comme c'est déjà le cas, me semble-t-il, de 422 MITM à fort risque de rupture. Donc ça, c'est ma première question. Parmi ces 450 médicaments, 50 font l'objet de mesures de relocalisation, dont la moitié à court terme, d'après ce qu'a annoncé d'ailleurs le président de la République. 25 verront leur production relocalisée augmenter significativement sur le territoire national. 8 nouveaux projets de relocalisation soutenus donc par l'État via France 2023 pour un investissement total de 160 millions d'euros. Il y a notamment le midazolam, amoxicilline et 6 autres anticancéreux. Donc 160 millions d'euros. Sur la liste des bénéficiaires se trouve le laboratoire GSK. C'est un laboratoire que l'on connaît bien et qui a fait des bénéfices en 2022 de 17 milliards d'euros. Donc, 17 milliards d'euros. Quelle aide vous allez apporter à ce laboratoire et pensez-vous que c'est indispensable pour rompre avec les pénuries? D'autant que, quand on sait qu'en 2020, par France Relance, il y a eu à peu près 200 millions qui ont été donnés à l'industrie pharmaceutique. Donc, cette politique sans contrepartie, est-ce qu'elle vous semble vraiment efficace ? Je le répète, compte tenu des pénuries que nous avons connues et que nous continuons de connaître. Donc, ma question, c'est, en fait, est-ce que vous envisagez des conditionnalités par rapport à ces aides qui sont données? Parce que depuis 30 ans, les laboratoires ont délocalisé, les grands laboratoires pharmaceutiques ont délocalisé. Aujourd'hui, il y a une volonté, c'est très bien, nous l'appuyons, de relocaliser en France, en Europe, mais s'il n'y a pas de conditionnalité, rien ne garantit que dans quelque temps, ils ne repartiront pas. C'est la première question, et surtout des garanties par rapport aussi à l'emploi. Parce que nous avons auditionné à 2 reprises le laboratoire Sanofi, et nous avons eu la confirmation, hélas, qu'il y aurait une suppression de 135 postes d'ici 2025 sur les sites d'Aramon, Mourinx et Sisteron, ce qui s'accompagnerait, selon les syndicats, d'une perte de production de plus de 50 tonnes de principes actifs. Donc, vous voyez, ma question, c'est vraiment, effectivement, l'État prend ses responsabilités, mais quelle garantie vous avez que les grands labos prennent les leurs pour ne pas se retrouver dans une situation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et puis, mais j'arrête là parce que les autres questions, mes 3 autres questions sont sur les prix. Donc peut-être je peux vous laisser la parole là-dessus et puis j'enchaînerai sur 3 questions sur les prix. Merci d'avance, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre.
Merci, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Alors, première question, elle porte effectivement sur ce sujet de stock, hein, stock ou pas stock. Alors, pour revenir sur l'élaboration d'abord de cette liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, issus de la loi santé de 2016, avec un décret sur les stocks qui date de 2021, l'ensemble des médicaments de cette liste sont concernés par des stocks de 2 mois. Et comme vous le savez, si sur l'ensemble de cette liste, il y a eu des difficultés et des tensions dans les 2 ans précédents, ces médicaments interviennent dans cette autre liste plus restreinte de 400, avec la nécessité de stocks de 4 mois. De là vient cette question des stocks de 4 mois. Alors, je ne vais pas répondre aujourd'hui sur l'ensemble des 450 médicaments de la liste des médicaments essentiels, bien entendu. La constitution de stocks fait partie d'une des réponses qui pourra être apportée à l'issue de l'analyse de cette cartographie des risques, hein, dont je vous parlais, en fonction, là aussi, des capacités de production, du fait de savoir si nous sommes dépendants d'une, 2, 3, plusieurs usines ou pas, la capacité de monter en puissance. Cela va être étudié pour chaque médicament de cette liste de médicaments essentiels. Bien sûr, dans cette liste, il y a une majorité de médicaments qui sont déjà concernés par ces stocks de 4 mois de la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Il n'y a pas de décision ni de choix ni de volonté de ma part de rapporter ces 4 mois de stock sur l'ensemble de la liste. Hein, ce n'est pas du tout l'essence de mes propos, mais c'est une des possibilités en fonction de l'analyse de cette cartographie des risques. Concernant les mesures de relocalisation et en tout cas les mesures qui ont été faites, et vous m'interpelliez par rapport à GSK. Alors concernant GSK, il y a un investissement déjà de l'industriel de 22 millions d'euros. Et oui, il y a pour l'ensemble de ces entreprises des conditions de contrôle un petit peu de leurs engagements et par rapport aux sommes que l'État pourrait être amené à mettre en place. Alors, elles sont de deux grands axes. Je ne pourrais malheureusement pas entrer dans le détail, qui font partie des contrats qui sont encore discutés entreprise par entreprise. Mais il y a un premier axe qui est un axe sur un engagement de la part de l'industriel sur des volumes à mettre à disposition du marché français à l'horizon 2026. La deuxième partie concernant les conditions d'investissement par rapport à ces engagements, ça va être là aussi des possibilités de pénalités par rapport au non-respect d'engagements industriels qui pourraient être pris, que ce soit sur les délais de mise en œuvre, tout comme ces volumes dont je vous parlais. Donc oui, il y a un conditionnement qui est fait pour chacun de ces contrats, mais je ne pourrais pas là entrer dans le détail de contrats qui, pour certains, sont, vous le comprendrez bien, encore en cours de discussion. La suite. Oui, effectivement, il y a des choses qui rentrent dans ce qu'on appelle le secret des affaires. Après, il y a aussi, comme vous êtes face à une commission d'enquête, il y a des choses que vous pouvez nous livrer par écrit et qui ne seront pas effectivement donc diffusées. J'aimerais quand même bien avoir plus de précision sur parce que quand vous parlez des stocks, 4 mois, pas ne concernant pas tous les médicaments, Monsieur le ministre, je tiens quand même à attirer votre attention. Le Sénat avait voté à la nécessité de porter les stocks à 4 mois. Et ça n'avait pas tenu face au gouvernement qui avait ramené à 2 mois. Donc, j'attire votre attention sur cette contradiction apparente. Voilà, il s'agit quand même de bien mesurer les tenants, les aboutissants, les conséquences. Et puis, effectivement, quand on dit stock de 4 mois, ça veut dire aussi la possibilité de stocker. Parce que c'est quand même, ça demande aussi un grand volume. Donc, ça demande une anticipation. C'est ma première remarque. Deuxième remarque concernant les conditionnalités.
je suis ravie que vous en posiez. Mais je suis un petit peu dubitative sur le côté un peu vague de ces conditionnalités, parce que vous n'avez pas répondu concernant les emplois. Or, ce sont des savoir-faire qui sont bradés quand on se sépare de personnel. C'est ma première remarque, et donc je pense qu'il faut être attentif à ça. Sur les pénalités, on a vu qu'il y a des pénalités qui existent déjà de par la loi, qu'elles sont trop peu exigeantes, je vais dire comme ça, et qu'en tout cas, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui fait ce qu'elle peut, compte tenu de ses moyens humains, et il y a très peu comment dirais-je, de sanctions qui tombent. Je crois qu'il y en a eu 3, si je ne me trompe pas, en 2022. Qu'en plus, la publicité, alors ça c'est aussi quelque chose qui est quand même assez incroyable, la publicité concernant effectivement les pénalités infligées à tel ou tel grand labo ne reste qu'un mois sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc vous voyez, il faut savoir que le labo a été sanctionné, il faut savoir à quel moment ça tombe, et il faut aller voir. Donc si on pense que c'est dissuasif, il faut être plus exigeant. Ça, c'est ma remarque par rapport effectivement aux questions que je vous avais posées pour avoir un peu plus de précision, monsieur le ministre. Concernant les prix, on a été beaucoup, au niveau de notre commission d'enquête, alerté par finalement ce qui serait une insuffisance des prix trop bas, notamment pour les médicaments anciens. Mais avec une vraie contradiction, monsieur le ministre, puisque on nous dit que ce sont les prix qui font qu'il y aurait une pénurie. Ça serait une cause de pénurie, parce que quand même, les pénuries touchent les médicaments anciens, mais pas les produits innovants qui s'envolent à des prix exorbitants, pour ne pas dire scandaleux. Mais en même temps, on voit que nos voisins, je pense par exemple à la Suisse, mais il y a d'autres exemples, qui ont des prix bien plus importants sur les médicaments, ont vécu les mêmes pénuries. Donc les prix ne peuvent pas être la seule condition. Alors je sais que vous avez prévu, d'abord il y a eu un moratoire, et il était prévu que finalement il y ait également une hausse des prix, mais là encore que ça se fasse en contrepartie d'engagement des industriels sur une sécurisation de l'approvisionnement du marché français. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ces engagements et comment vous allez vous assurer que les industriels respectent ce que vous leur demandez? Et quand on a parlé des prix, il y a aussi beaucoup de nos interlocuteurs qui nous ont parlé de la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde qui, au départ, devait s'appliquer uniquement aux produits qui n'étaient pas innovants, on va dire, et aujourd'hui qui a un champ beaucoup plus large. Et ce qui nous a été dit, c'est que c'était surtout le caractère imprévisible qui portait finalement un coût ou des difficultés à un certain nombre d'entreprises. Donc, est-ce qu'on ne doit pas réformer cette clause de sauvegarde? Et notamment, je pense, est-ce que vous êtes absolument persuadé qu'il y a une vraie différence dans l'application de cette clause de sauvegarde entre ce qu'on appelle les big pharma et les PME, parce que ce sont des entreprises de nature différente. Enfin, ma dernière question, monsieur le ministre, c'est que lors de la crise de la Covid-19, les pharmacies à usage intérieur, les PUI, et la GEP se sont mobilisés pour faire face à l'explosion de la demande, et notamment de la demande de Cura, et je pense au Cisatracurium. Et c'est grâce à ces structures publiques que le système de santé a finalement pu faire face aux besoins des malades de la Covid, notamment en réanimation. Donc on voit bien là qu'il y a un vrai savoir-faire qui est avéré, et donc je pense qu'il serait tout à fait regrettable de s'en priver. Donc ça va m'amener à vous poser 2 questions, monsieur le ministre. La première, c'est que c'est l'application de l'article 62 de la loi LFSSS, c'est-à-dire la loi de finances de la sécurité sociale 2022 sur les préparations hospitalières spéciales, en vous demandant très concrètement quand sortira
le décret qui est nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif et pourquoi il tarde tant. Et ma deuxième question, parce que je pense que là, on voit quand même il faut modifier notre système économique du médicament et il faut que l'État ait la possibilité d'avoir quelque part des contre-pouvoirs importants et peut-être réinvestir une production publique pour une part de médicaments, peut-être pourquoi pas les 50 que vous avez mis en exergue. Et du coup, ma question, c'est qu'on pourrait s'appuyer sur l'AGEPS, qui a un vrai savoir-faire, mais qui aujourd'hui est dans l'incapacité de fabriquer, parce qu'on lui retire les moyens. Et lors de l'audition de l'AGEPS, eh bien, nous avons eu la confirmation qu'alors qu'actuellement ils sont 120, ce qui n'est pas beaucoup, eh bien, ils vont voir une suppression de 40 à 50 ETP. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire, Monsieur le Ministre, pour endiguer ce phénomène, parce que ça serait quand même un moyen intéressant pour l'État d'avoir, pour des médicaments extrêmement critiques, la possibilité donc de faire en sorte que tout de suite il y ait cette production. C'est ce qu'ils ont prouvé pendant la crise de la Covid. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je vais essayer de reprendre l'ensemble de vos remarques et des très riches questions. Alors, concernant les stocks, alors effectivement, la constitution de stocks, déjà, c'est sous la responsabilité de l'industriel. Hein. C'est à l'industriel que nous demandons de réaliser des stocks dans un premier temps. Et je ne parle pas ici de nos stocks stratégiques, bien entendu. On ne travaille pas que sur la constitution des stocks, mais on travaille également sur les augmentations de capacité de production du produit. Donc ça, c'est un premier point. Je rappelle bien, par rapport au stock 4 mois dont on parlait tout à l'heure, c'est bien lorsqu'il y a eu dans les 2 ans précédents une pénurie, une tension sur ce médicament. C'est donc là aussi quelque chose qui est dynamique dans le temps, hein, qui peut bien sûr évoluer sur des produits où on pourrait avoir ce genre de difficultés. Je vous disais tout à l'heure que nous travaillons main dans la main avec l'Europe sur ces sujets de pénurie de médicaments. Et là aussi, il y a des réflexions en cours, des travaux en cours, même plus que des réflexions, sur des capacités de stockage à l'échelle européenne. Et en ce sens, nous travaillons avec ERA au niveau européen pour voir comment on complète des stocks qui pourraient être nationaux avec des stocks au niveau européen. Le meilleur exemple de ce travail avec ERA a bien sûr été dans les stocks de vaccins Covid pendant la pandémie. Concernant votre question sur les sanctions et la publicité, entre guillemets, qui est faite sur ces pénalités, j'entends bien sûr votre remarque. Je me permettrai de renvoyer un peu la question à la NSM que vous allez recevoir tout à l'heure sur la possibilité de maintenir plus longtemps l'information sur leur site. Je ne pense pas que ce soit un problème majeur, en tout cas si la Commission juge que cela est nécessaire. C'est un décret sur la publication. Bon, on va voir ça. On fera donc une réponse écrite, il n'y a pas de problème sur ce sujet. Concernant le prix, alors ça c'est effectivement quelque chose qui revient très régulièrement. C'est un sujet qui est particulièrement complexe. Je vous remercie d'avoir relevé que même la Suisse, qui paye des médicaments plus chers que nous, en tout cas en prix facial, a eu des difficultés. En fait, les difficultés touchent tous les pays, y compris l'Allemagne, qu'on met souvent en parallèle avec la France pour le prix. Sujet complexe parce que le prix facial n'est pas le réel prix payé par un pays pour ces médicaments. On comprend bien qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi l'équilibre qu'il doit y avoir entre le prix et les volumes, bien entendu. Ce qui explique des coûts qui paraissent extrêmement élevés pour des produits très innovants, qui sont aussi des produits qui touchent moins de patients et qui touchent donc qui ont un rapport prix-volume qui est tout à fait différent. Concernant l'ensemble de la réflexion sur les prix et le sujet de cette clause de sauvegarde. Alors la clause de sauvegarde, vous le savez, est une clause qui se déclenche au-delà d'un certain bénéfice,
qui avait été défini et annoncé par le président de la République dans le cadre du CSIS et qui était de 2,4%. Donc il y a une assurance, une garantie déjà de bénéfices pour les laboratoires pharmaceutiques, et sa clause de sauvegarde ne se déclenche qu'après. Alors effectivement, il y a eu des réflexions par rapport à la clause de sauvegarde et des critiques importantes au niveau de ce mode de calcul qui ont amené la Première ministre à mettre en place un groupe de travail autour d'elle qui doit rendre ses conclusions fin juin, début juillet, normalement, sur des pistes pour revoir cette politique d'attribution de prix du médicament dans notre pays. Il faut voir aussi qu'en ce qui concerne il y a un équilibre que je dois maintenir, bien entendu, entre la mise à disposition de ces médicaments pour nos concitoyens et le prix auquel nous sommes prêts à payer ces médicaments, dans l'équilibre que vous connaissez bien de l'ONDAM et qui doit prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Concernant le moratoire dont vous avez parlé sur les produits les plus matures, en particulier les produits génériques, devant les remarques qui ont été faites au moment de la mise en application de cette clause de sauvegarde cette année, nous avons décidé de bloquer le prix des médicaments génériques, en tout cas de ne plus le diminuer, comme c'était le cas. Effectivement, il y avait un équilibre en permanence à trouver entre des prix des médicaments innovants très chers et des médicaments plus anciens sur lesquels on pouvait diminuer le prix. Plus de baisse pour l'instant sur ces médicaments génériques, avec l'interpellation, entre guillemets, des industriels en leur disant, et j'étais avec mon collègue Roland Lescure à cette occasion, amenez-nous des éléments de transparence pour voir quel est le réel prix de production de ces médicaments matures, génériques, et bien entendu, si le prix de production, de façon tout à fait transparente, est supérieur au prix auquel on achète vos médicaments, nous serons prêts à envisager la hausse pour bien sûr maintenir ces médicaments dans notre marché. Aujourd'hui, j'ai toujours cet appel envers les industriels et j'attends que les dossiers remontent pour faire cet équilibre de prix. Il y a eu des demandes de réévaluation de prix pour un certain nombre de médicaments. Il y en a très régulièrement qui sont étudiés par le CEPS. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse pour aller dans un sens ou dans un autre. Alors, vous parliez aussi des PUI et de ce qui a été mis en place. Il faut que je retrouve un petit peu tout ça. Alors, concernant le décret, puisque c'est de celui-là, là, pour le coup, c'est bien un décret, il n'y a pas d'inquiétude. Le décret est au ministère actuellement. En fin de concertation, ce sera fait à la fin du mois. Il y a ensuite le décret à notifier au niveau de l'Europe, puisque tout ce qui se passe au niveau médicaments remonte également au niveau européen, qui a un délai de 3 mois pour nous donner son avis et approuver, ce qui entraînera une parution du décret, normalement, si on fait bien le planning, et on le fera bien, en octobre. En tout cas, pour sa partie concernant mon ministère, le sujet est réglé. Alors, sur la situation, l'AGEPS, bon, bien sûr, le savoir-faire, vous en avez parlé, il est particulièrement essentiel à maintenir, et on a vu sur le curare, mais aussi sur les principes actifs sur l'amoxicilline, autant que je me souvienne. On a redemandé également à l'AGEPS de le mettre en place. Je ne peux pas vous apporter de réponse là immédiate sur le nombre d'emplois, mais je vous apporterai là aussi une réponse par écrit. Émilienne Poumirol. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur des questions qui ont été posées par ma collègue Laurence Cohen, en particulier sur le problème des relocalisations et de l'aide que l'on apporte dans ce plan de relocalisation à des big pharma qui jusqu'à présent ont été les premières, j'allais dire,
enfin, les Big Pharma datent des années 90, mais qui ont été les premières à délocaliser pour des problèmes de coûts et de bénéfices plus importants quand on ne tient pas compte des conditions RSE. Donc, je trouve un petit peu choquant qu'on aide effectivement un laboratoire comme GSK ou Sanofi, hein, Laurence l'a bien dit, on les a interrogés à 2 reprises, et alors qu'on les avait vus la veille de l'annonce de licenciement de plus de 100 personnes, ils nous ont... La directrice ne savait rien, et puis c'était dans la presse dès le lendemain. Donc la transparence au niveau de ces Big Pharma est quand même quelque chose d'important. Donc quelle est la force qu'on peut avoir en tant qu'État pour imposer... Pardon. Quelle est la force en tant que gouvernement, en tant qu'État, pour imposer des conditionnalités importantes, si tant est qu'on doive aider, des Big Pharma, il me semblerait, moi, plus logique d'aider des PME françaises qui pourraient entreprendre ces productions. Et donc, quelle est la force que vous pouvez avoir, en particulier sur, je reviens sur les normes RSE, qui me paraissent à moi fondamentales, tant sur le plan donc social qu'environnemental. Et je voudrais revenir aussi sur la production publique. Laurence vous a parlé de la GEPS, et je suis allé, pour ma part, voir la pharmacie centrale de mon CHU, qui, au moment du Covid, a produit effectivement le curare. Et pour avoir discuté avec le pharmacien en chef donc, de la PUI, il convient de penser qu'on puisse sur certains produits, alors on ne va pas remplacer effectivement toute la production pharmaceutique, personne n'y pense, et ce serait pure folie que de penser ça, mais est-ce qu'on n'a pas un certain nombre de produits, on a des capacités dans le pharmacie centrale, et sur le curare, il y a eu 4 sites qui ont été capables de produire au moment de la crise du Covid. Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'avoir une production plus importante publique pour certaines molécules? Je repense aussi à avoir eu en audition l'INCa, c'était il y a 2 ans à peu près, qui me paraît, alors je ne me souviens plus maintenant d'un produit qu'on utilise en hématologie, en cancéro-hémato, qui a été fabriqué par les PUI, qui a été repris par par un laboratoire privé, et qui coûte 10 fois ou 20 fois, je ne me souviens plus exactement, le prix de ce qu'il coûtait quand il était produit par la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc, ce serait, selon moi, une bonne façon d'agir, non seulement sur la production, mais aussi sur les prix de revient, et en particulier pour les hôpitaux. Parce que les hôpitaux aujourd'hui sont tenus dans une espèce de contradiction avec des marchés publics où ils vont bien sûr chercher, compte tenu de la faiblesse de l'ONDAM, ils vont chercher les prix les moins élevés, et donc ne favorisent pas obligatoirement de la production française, puisqu'ils cherchent des prix les plus bas pour pouvoir tenir leur budget. Et c'est normal que les directeurs d'hôpitaux aient envie de tenir leur budget, et donc leur marché, ces marchés publics faussent un petit peu la donne. Voilà. Ok, moi je vais compléter par d'abord rebondir sur la question industrielle. Après, j'aurai une autre série de questions, mais d'abord pour vous permettre les réponses dans un premier temps. Juste une question, les laboratoires qui sont donc accompagnés dans le cadre de la relocalisation sont des laboratoires qui ont été repérés pour produire des médicaments qui ont été en pénurie, voire en tension, en tout cas qui sont dans une situation industrielle particulièrement fragile. Les nombreuses auditions ont montré que dans les situations de pénurie, il y avait des arbitrages de répartition des stocks, pas toujours au bénéfice de la France. Ce sont les mêmes labos qui vont être accompagnés pour reproduire en France. Est-ce que d'ici 2026, dans les contraintes qui sont proposées, il est proposé que des stocks particuliers soient de nouveau destinés, comme ça aurait dû l'être d'ailleurs, à la France, dans la production de ces fameux laboratoires? Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question dans un premier temps sur les questions industrielles. Merci. Je me permettrai d'abord de répondre à votre dernière question, puisque la réponse sera peut-être un peu plus claire. Les arbitrages, bien sûr, ont été faits, alors pas toujours au bénéfice de la France, effectivement. En tout cas, ça pouvait être
la tentation, ce qui m'a amené à prendre des décisions cet hiver pour interdire justement, que ce soit aux grossistes d'ailleurs, que ce soit également aux laboratoires qui produisent en France, d'exporter les produits dont nous manquions vers d'autres pays. C'est un des éléments, vous en parliez tout à l'heure, du plan blanc, une des décisions qu'on peut prendre de façon immédiate, l'interdiction de cette exportation vers d'autres pays. Concernant alors toute la question industrielle, je ne pourrais pas forcément vous répondre à tout, puisque certains de ces sujets concernent plus mon collègue de l'industrie que moi, bien entendu. Je ne cherche pas à passer le ballon systématiquement à Roland Lescure, mais en tout cas, tout ce qui concerne les engagements, également des sujets sur la clause environnementale et des productions vertes qui sont en France et qui peuvent également jouer sur le prix. La transparence est vraiment l'élément clé dans ce sujet, et en tout cas c'est l'élément qui est demandé de façon systématique lorsqu'il y a des sujets de tension sur les médicaments et de relocalisation en France. Vous parliez de ces big pharma, je me permettrais de dire pas que. Nous étions il y a 2 jours en Ardèche au laboratoire Aguettant, donc qui est un laboratoire français, petit laboratoire certes, mais laboratoire avec lequel nous avons pu travailler avec mon collègue Roland Lescure pour qu'il puisse reprendre l'usine Carlite dans le nord de la France qui fabriquait des poches à perfusion. Donc on voit que nos industries françaises sont aussi extrêmement dynamiques sur le secteur, et avec dans cette usine de Champagne en Ardèche des capacités de production qui sont démultipliées. C'est ça aussi, le sujet de la relocalisation, c'est aussi augmenter les capacités de production d'entreprises qui sont déjà sur place, et nous avons pu voir une chaîne de production qui est en test actuellement, et aussi ces entreprises qui sont extrêmement agiles et qui ont la possibilité en quelques heures de changer de produit de leur chaîne de production dès lors qu'il y a du principe actif qui est disponible. Concernant les hôpitaux et les marchés publics, la propension effectivement à aller chercher des prix qui sont moins élevés ailleurs. Alors là, les coûts qui sont mis entre guillemets sur la table pour les hôpitaux sont souvent supérieurs bien sûr au coût par l'industrie. Quand la production est faite par les hôpitaux, si on prend l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire pas uniquement le principe actif et on fabrique les gélules ou on fabrique, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, ma maman étant pharmacienne, quand j'étais jeune, j'ai participé à la fabrication des gélules sur ces carrés sur lesquels on décalait les gélules. En tout cas, bon, les coûts de production dans nos PUI, dans nos pharmacies, dans nos hôpitaux restent quand même plus élevés que les coûts de l'industrie. C'est plutôt des solutions supplémentaires, là aussi, dans le cadre du plan blanc. Les réflexions sur la production publique et sur l'AGEPS en particulier. Alors, l'AGEPS a un rôle, certes, de production. L'intérêt est aussi de les faire avancer vers un rôle de coordonnateur sur l'ensemble des productions possibles. Vous le disiez très bien, que ce soit au niveau des pharmacies d'officine, des PUI, voire de certains sous-traitants, pour adapter notre marché de production. Et puis, la réflexion sur cette production publique, elle se fait, en tout cas, moi je souhaite qu'elle s'oriente aussi vers des molécules abandonnées par certains laboratoires. On voit bien qu'il y a des molécules très matures qui peuvent être abandonnées par les laboratoires pharmaceutiques pour des raisons de rentabilité. Et c'est surtout là, je pense, que nous avons un rôle à jouer en tant que puissance publique. Voilà, je pense que j'ai à peu près... toujours cette question, bon, je vous en parlais tout à l'heure, l'équilibre à avoir entre la mise à disposition des médicaments et le coût à payer qui doit être le plus juste possible, même si il est difficile de définir ce qu'est un coût juste. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais rebondir sur vos propos introductifs. Je vous avais posé la question du contenu du plan blanc. Donc, quelles sont les mesures, tout le moins celles qui ont été arbitrées, mais logiquement, ça devrait être pas loin d'être le cas, a priori. Sur la question des stocks et du fameux 4 mois,
On a vu que même pour 2 mois, c'était le sujet actuel, c'est qui contrôle et est-ce qu'on sera exclusivement sur du déclaratif. Voilà, parce que on a bien vu que les laboratoires ont été régulièrement mis en défaut sur ce sujet. Parce que, faute de contrôle, on ne peut pas vérifier l'exactitude des stocks. Donc, on passe de 2 à 4 mois. J'allais dire, certes, c'est une grosse avancée, mais si les stocks ne sont pas vérifiés, on n'avancera pas beaucoup plus, en tout cas sur les mêmes médicaments qui sont en situation de pénurie. Et notamment parce que la balle se renvoie entre le laboratoire, le grossiste répartiteur, et donc il y a une espèce de flou sur qui est responsable de quoi. Et donc, est-ce que vis-à-vis des grossistes répartiteurs, les stocks seront également contrôlés ou est-ce que des exigences seront demandées? Concernant la contractualisation, donc, il me semble, pour des raisons de transparence avec les entreprises de relocalisation, il me semble que pour des raisons de transparence, la question des règles communes qui vont être exigées quand même, parce qu'il peut y avoir des règles communes, on est sur évidemment des médicaments différents, des étapes de fabrication un peu différentes. Il n'empêche qu'on est face à la situation de pénurie de médicaments et les règles doivent être les mêmes sur un certain nombre de sujets. Donc, est-ce qu'il est prévu d'avoir un espèce de vademecum, des règles communes, à la fois portées par votre ministère et aussi par celui de l'industrie et de l'économie, de façon à ce qu'on puisse au moins connaître l'exigence minimale qui est demandée en cas d'accompagnement massif de l'industrie, même si c'est pour de la réindustrialisation, fût-elle à destination de médicaments. Ma troisième question porte sur la question des tensions et des pénuries, parce que vous êtes médecin, vous savez bien, vous avez certainement vécu cette situation de la tension, c'est-à-dire 10 patients ont besoin d'un médicament et il y a le traitement que pour 5. Et donc, ça veut dire que pour 5, il y a une pénurie. Et donc, avez-vous des propositions à faire sur ce sujet des tensions, c'est-à-dire l'amont? Parce qu'au moment de la pénurie, le temps qu'on inonde à nouveau le marché, il se passe un petit peu de temps. On l'a bien vécu à plusieurs reprises. Et donc, cette question de la tension et du délai raisonnable, que vous considérez comme étant raisonnable ou utile, de façon à alerter et à mettre en place un certain nombre d'obligations. Ma quatrième question, c'est le coût des pénuries. Parce que, alors là, honnêtement, le coût des pénuries, on nous parle beaucoup du PLFSS, évidemment, de la ligne de l'Ondam, etc. Mais le coût des pénuries, c'est une réalité. Vous savez très bien que quand un appel d'offres hospitalier sur un médicament en particulier est en situation de pénurie, on renégocie avec un autre laboratoire et donc c'est un coût plus important. L'un nous a répondu que c'était la ligne hospitalière, donc c'était pas la ligne médicaments, enfin tout un tas de sujets de ce genre, que les médicaments, quand ils sont remplacés par des biosimilaires ou des équivalents, très très fréquemment, le médicament de remplacement est plus coûteux que le médicament d'origine. Et puis j'allais dire, il y a les coûts indirects, c'est les coûts en matière de santé et de prise en charge sanitaire, qui ne sont pas forcément des coûts de médicaments, encore qu'ils peuvent l'être, mais c'est le retard à la prise en charge. Ça, en tout cas, c'est plus coûteux du point de vue thérapeutique. En cancérologie, nul doute là-dessus. Les renoncements à traitement, parce que les patients trouvent que c'est trop compliqué, et les renoncements aussi ont un coût en matière de santé, un coût sonnant et trébuchant. Et donc, en fait, dans cette question de la pénurie, l'évaluation du coût de la pénurie n'est jamais mise en avant. Et on parle de la ligne du PLFSS et de la ligne médicaments et du prix du médicament. Et donc, je pense que c'est un des éléments d'arbitrage qu'il serait nécessaire d'avoir et peut-être qu'on ait une estimation, en tout cas à partir du moment où on parle coût de la santé, il me semble que celui-là est particulièrement essentiel. Et puis mon dernier sujet porte sur les appels d'offres hospitaliers. On nous dit qu'on favoriserait un petit peu plus désormais les fabrications européennes ou françaises. Quand on a visité Séquence, par exemple, il nous a bien été précisé que fabriquer en France, certes, mais si on ne commande pas en France, et notamment par la voie hospitalière ou par la voie d'ailleurs des commandes communes et groupées des cliniques privées, parce qu'il y a des groupements de commandes pour les cliniques privées également, pour le coup, évidemment, il faut bien vendre les produits, et donc si ce n'est pas commandé en France, les produits iront ailleurs.
vous remercie. On me dit justement où les industriels fermeront et justifieront de produire ailleurs. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je vais reprendre un peu dans l'ordre vos différentes questions. Alors, concernant le plan blanc. Alors, pourquoi plan blanc? Vous avez compris, parce que c'est le plan blanc hospitalier, ça parle en tout cas aux professionnels de santé. Le principe de ce plan n'est pas un principe, comme tout plan, si on le veut, opérationnel, de listing de choses à faire dans l'ordre, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le principe du déclenchement d'un plan, et en particulier d'un plan blanc, c'est lorsque toutes les mesures précédentes n'ont pas pu être efficaces ou lorsque nous sommes face à une situation qui était imprévisible. Si la situation est prévisible, on n'est plus dans le cadre d'un plan blanc, on est dans le cadre de cette cartographie des risques dont je vous parlais tout à l'heure. À titre d'exemple, l'incendie d'une usine ou d'une chaîne de production, c'est typiquement quelque chose qui est pas envisageable. Des problèmes, comme je vous disais tout à l'heure, de choc exogène, la guerre en Ukraine, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prédire. Donc le principe de plan blanc, c'est d'avoir un listing d'actions et qui va nous permettre, en cas de difficulté, d'aller piocher dans ces différentes actions pour les adapter à la situation. Alors, ce listing d'actions, il est extrêmement vaste. Il peut agir, comme je le disais tout à l'heure, et ce que nous avons fait cet hiver, il peut agir sur la dispensation par le pharmacien, lui permettre de déconditionner les boîtes de médicaments pour ne donner que la partie strictement nécessaire. Il peut agir aussi sur la récupération et vous avez vu dans le cadre du bon usage des médicaments la campagne lancée par Santé publique France actuellement. Donc sur l'ensemble de ce bon usage par nos concitoyens, il y a également des mesures qui concernent les professionnels, mesures concernant les professionnels pour afficher clairement et pousser vers l'utilisation de produits équivalents. Si je parle par exemple de l'amoxicilline, qui est un antibiotique qui est extrêmement prescrit, il existe des classes thérapeutiques équivalentes qui peuvent être utilisées en cas de pénurie. On parlait tout à l'heure de la production en France, que ce soit dans nos PUI ou que ce soit dans les officines. Tout ça fait partie un petit peu de ces mesures du plan blanc que nous sommes en train de finaliser et qui seront disponibles au niveau du mois de juillet pour ce qui est de la feuille de route pénurie. Donc c'est bien, il faut pas s'attendre, si je peux me permettre, dans ce plan blanc d'avoir petit 1, je fais cela, petit 2, je fais cela, etc. Non, c'est vraiment un paquet de solutions et d'outils que l'on doit adapter à chaque situation. Je l'aurais dit, si les situations sont prévisibles, on a effectivement ces fiches de réaction. Le plan blanc, c'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à une situation imprévue. Alors, là, je vous parle du plan blanc hivernal, puisque c'est celui qui a été annoncé. Voilà, c'était celui-là dont je vous parlais. Il y a deux... Enfin, c'est pas exactement ça, si je peux me permettre, Madame la Présidente. Le plan blanc... Oui. Le plan blanc est de façon tout à fait globale et va être bien sûr concentré sur ces médicaments essentiels, vous l'avez bien compris. Par contre, on a appelé un plan hivernal. Pourquoi un plan hivernal? Parce que tous les hivers, il y a les mêmes pathologies. Tous les hivers, on va avoir besoin de paracétamol, on va avoir besoin d'antibiotiques. Et c'est donc de se cibler sur ces produits, et de corticoïdes également, c'est pour se cibler sur ces produits et là, de façon très précise, voir quelles sont les capacités déjà des industriels à nous fournir le volume, et le volume, pas uniquement évalué sur les consommations de l'année précédente. Je pense que dans vos différents entretiens, vous avez bien expliqué les difficultés que nous avons eues. Ça a été ce décrochage entre la demande, 13%, le paracétamol, par rapport à la consommation de l'année précédente. Donc la nécessité, là aussi, pour les industriels, ils l'ont bien compris, d'avoir des anticipations de volume lissées sur les années précédentes et pas uniquement sur la dernière année. Donc là, c'est très spécifique sur les médicaments de l'hiver. Alors, en ce qui concerne aussi sur ce bon usage, et ça répond en même temps aux questions que vous portiez sur la tension quand il y a 10 patients et qu'on ne peut en traiter que 5. La question, elle est vraiment l'action le plus en amont possible et la diffusion extrêmement large de l'information. Je crois que c'est ça qui est... La transparence, elle doit être aussi pour nous vis-à-vis des professionnels de santé et vis-à-vis de nos concitoyens. Parce que lorsqu'on peut signifier à un professionnel de santé qu'il y a une tension, donc avant ces ruptures, qu'il y a une tension sur un antibiotique,
il va très naturellement en prescrire un d'une autre classe pour la même efficacité pour le patient. Je crois que c'est très très important d'agir en amont. Les antibiotiques sont un bon exemple. Vous le savez, la France est très prescripteur d'antibiotiques, en moyenne plus que les autres pays européens. Et le bon exemple sur cette question de tension et de bon usage, c'est par exemple sur l'angine, avec l'utilisation, là aussi, rendue possible pour les pharmaciens, d'utiliser des TROD, ces tests qui permettent de vérifier qu'effectivement, le patient a bien besoin d'antibiotiques et ce qui permettra aux pharmaciens de ne pas lui en donner. Donc tout ce qui concerne le bon usage, la bonne prescription, c'est extrêmement important en termes d'information. Sur tout ça, quel est le point commun finalement sur cette information, et je rejoins également ce que vous disiez sur le contrôle des stocks, qui effectivement sont un sujet déclaratif aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir davantage de contrôle, non seulement sur les stocks des industriels, mais sur les stocks des grossistes répartiteurs. C'est tout l'enjeu du système d'information qui est en train de se déployer. Vous savez que maintenant, chaque boîte de médicaments est identifiée à titre individuel, ce qui nous permet, en théorie, de suivre tout son cheminement dans la chaîne. Et le sujet de l'amélioration du système d'information fait partie d'ailleurs de la feuille de route pénurie. Vous parliez d'avoir des règles, un vade-mecum de ces règles et de ces exigences minimales. Vous avez raison, extrêmement pertinent. Il n'existe pas aujourd'hui, mais nous allons regrouper déjà les règles qui existent, et je vais voir avec mon collègue de l'industrie ce que l'on peut mettre dans ce vade-mecum qui ne soit pas en contradiction, là aussi, avec le secret des affaires et des règles et principes. Mais je prends l'idée d'une manière générale sur ce vade-mecum. Sur le coût des pénuries. Pardon ? Le coût des pénuries. Le coût des pénuries. C'est parce que manifestement, c'est un sujet, c'est compliqué de répondre. Oui, et en même temps, on a une approche terriblement comptable de la santé en France, donc ça mériterait d'être regardé avec attention. Alors, ça mérite, et vous avez bien sûr entièrement raison, d'être regardé avec attention. Le coût des renégociations est effectivement quelque chose qui est identifiable. Malheureusement, je crains que le reste des coûts dont vous parliez est pour l'instant extrêmement difficile à évaluer. C'est complexe, c'est multifactoriel. Quel est le coût ? On l'a bien vu pendant la crise Covid. Comment évalue-t-on le coût d'un traitement qui a été retardé ou d'une intervention qui a été retardée? Donc là, on serait potentiellement dans un traitement qui aurait pu être retardé pour un patient de quelques jours, voire de quelques semaines. Ça me semble très difficile d'évaluer le coût réel. Donc le coût qui est visible, c'est le coût éventuellement ces renégociations, en tout cas le coût hospitalier, vous en avez parlé. Celui-ci est identifiable. Je n'ai pas de chiffres à vous donner là, mais on regardera si on peut l'approcher au plus près. Par contre, tous les coûts indirects dont vous parliez, j'ai peur que ce soit extrêmement difficile. Ok. C'est difficile, mais je pense que ça mériterait d'être regardé, peut-être sur une cohorte de suivi. Enfin, voilà. Scientifiquement, il me semble que c'est possible. On va regarder. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Vous avez raison, Madame la Présidente. On va regarder ce qu'on peut faire. Ça me permet juste de rappeler également un élément par rapport au coût de ces pénuries, au coût de ces tensions. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de ne pas arriver à cette situation, de mettre tout ce qu'il faut en amont pour ne pas arriver à cette situation. J'ai oublié, et prie de m'en excuser, d'exprimer un élément qui est essentiel et qui en plus fait partie du titre de mon ministère, qui est la prévention. Bien entendu, la meilleure façon de ne pas avoir besoin de médicaments, c'est de ne pas être malade. Et toute la politique de prévention que nous continuons à mettre en place, je pense en particulier aux vaccinations, la vaccination papillomavirus, et aussi dans cet objectif de lutter contre les pénuries. Et sur les appels d'offres, sur la commande publique, en quelque sorte, parce que les industriels nous ont vraiment évoqué le fait qu'ils produisaient et puis il n'y avait pas de commande. On est allé voir EuroAPI. EuroAPI, il y a de la fabrication
quand même importante. Ça a été une découverte parce qu'on nous parle toujours des principes actifs fabriqués ailleurs, et puis là, hop, les corticoïdes sont fabriqués à EuroAPI. Mais en fait, alors qu'on était en pleine phase de pénurie par rapport à un certain nombre de corticoïdes, or, ils n'étaient pas en charge pleine de production parce qu'il n'y avait pas de commande. Et un des leviers, c'est la commande publique hospitalière. Mais on a un autre levier quand même, c'est la commande via le système hospitalier privé, puisque désormais ce sont des grands groupes qui font des appels d'offres communs, et donc ça pourrait être un outil quand même de sécurisation de consommation de la production, mais de sécurisation de la production aussi dans le territoire. Je vais passer la parole à Patricia Schillinger. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Ministre. J'aimerais venir sur la pénurie de médicaments concernant la pédiatrie, parce que cet hiver, ça a beaucoup ému la France, et surtout, les médias ont rendu aussi cette situation très anxiogène. Je voulais savoir si, pour cet hiver qui va venir, comment est-ce que vous allez anticiper, ou comment est-ce qu'on peut disons, changer aussi au niveau des stocks, changer au niveau de la communication et mieux organiser. Et comment est-ce que si les médecins, on dit on consomme le plus d'antibiotiques en France, comment est-ce qu'on peut aussi à ce niveau-là peut-être avoir de la pédagogie, un peu renouveler cette pédagogie que l'antibiotique, c'est pas tout le temps, et que peut-être les stocks ou la réorganisation territoriale serait mieux faite. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci. Alors, le Made in France, en fait, c'est ça le sujet. Ou Europe. Ou Europe. Bon, il y a bien sûr des réflexions qui sont en cours avec la direction des entreprises. Il faut assurer ce modèle économique aussi de ces produits qui sont fabriqués en France, et on voit bien l'enjeu qu'on a pu avoir avec l'usine Carlyle dans le nord de la France, de maintenir ce modèle économique. Alors, il y a une circulaire sur les achats hospitaliers qui intègre des critères supérieurs sur la localisation de ces produits, qui permettent aux hôpitaux, en tout cas, ça permet de flécher des fonds spécifiques pour les hôpitaux pour qu'ils puissent acheter français, si je veux faire un petit peu résumé. Et nous allons avoir cette discussion, bien sûr, dans le PLFSS 2024, vous vous en doutez, puisque c'est devenu un enjeu majeur. Maintenant, tout le sujet du prix des médicaments est revenu sur la table. On va voir les conclusions de ce groupe de travail porté par la Première ministre, mais en tout cas, cette préoccupation du fabriqué en France, fabriqué en Europe est bien réelle dans l'aide qu'on doit pouvoir apporter aux hôpitaux pour acheter des produits qui sont fabriqués en France. Il serait peu efficace d'avoir une politique de relocalisation et de continuer à acheter à l'étranger parce qu'il y a une différence de prix importante. En tout cas, ça fait bien partie du sujet. Et Madame la sénatrice, concernant l'hiver à venir, et je vous rejoins sur le rôle particulièrement anxiogène des médias dans cette crise. On a bien vu, merci. On a bien vu dans le cadre effectivement du paracétamol, de l'amoxicilline, des véritables tensions importantes, pas des ruptures complètes, des tensions importantes, prioritairement sur des formes pédiatriques, et c'est ça qui a pu plus inquiéter. La remarque est importante parce que ça veut dire que sur des formes plus adultes, on avait quand même encore de la disponibilité et qu'on avait quand même la possibilité de traiter. Donc ça, c'est important. Par contre, on a vu après, là aussi dans les médias, une certaine agitation sur des molécules qui n'étaient pour le coup pas en rupture, d'où cette différence entre la réalité des faits et la réalité qui peut être ressentie, même si, quand il y a des tensions, et je tiens là aussi à saluer le rôle des pharmaciens d'officine, qui a été majeur. Ils ont passé beaucoup de temps à aller chercher pour leurs patients dans d'autres pharmacies. C'est une remarque sur un produit dont on a beaucoup parlé dans la presse, qui est un produit antiépileptique, qui est revenu régulièrement en avant. Il n'y avait pas effectivement de rupture, il y avait des tensions, mais on a toujours eu ce produit à disposition. Simplement, la procédure, et c'est là toute l'importance de la transparence, la procédure était un petit peu changée. Il fallait que le pharmacien
demande le produit directement au laboratoire et dans les 48 heures, il était livré et toutes les demandes qui ont été faites au laboratoire ont été à 100% respectées dans ce délai de 48 heures. On a pu aussi avoir des interrogations sur la pilule abortive dont on ne manquait pas. C'était simplement un conditionnement de un seul comprimé qui était en difficulté dans les officines, mais les conditionnements en 16 comprimés qu'il y avait dans les hôpitaux et les CGID ont toujours été fournis. Donc il n'y avait pas ce phénomène réel de rupture. Alors communiquer, c'est pour moi effectivement essentiel. Communiquer auprès de la population et la campagne de Santé publique France est déjà un premier élément avant l'été et on sera amené à la répéter. Communiquer auprès des professionnels, vous avez entièrement raison sur le bon usage des antibiotiques. Pour discuter régulièrement avec les professionnels de santé, c'est pas tant le professionnel de santé que les patients qui sont aussi très très demandeurs d'antibiotiques. Donc il faut bien jouer sur les deux niveaux d'information. Et c'est tout l'intérêt des mesures mises en place, je vous le disais tout à l'heure, comme les TROD, qui permet aux pharmaciens, avant de donner l'antibiotique, de faire une vérification et de dire attendez, c'est pas nécessaire, c'est une angine virale, c'est pas une angine bactérienne, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Renouveler la pédagogie auprès des médecins, oui, c'est là aussi une campagne d'information qui est importante. Alors pour l'hiver à venir, eh bien, cette cartographie des risques est faite pour les médicaments les plus essentiels. Nous sommes en cours de discussion avec les laboratoires les plus concernés sur les produits pour justement voir avec eux s'ils nous garantissent une capacité d'augmentation de production ou si on envisage de faire des stocks pour l'hiver. Les discussions sont en ce moment avec les laboratoires concernés. Très bien, merci beaucoup. Laurence Muller-Bronn, et puis ensuite, dernière série de questions de la rapporteure. Monsieur le ministre, vous avez parlé comme solution, il y a quelque temps sur les médias, comme solution aux pénuries des vieux traitements, des vieux médicaments, vous avez parlé des traitements innovants. Alors, qu'entendez-vous par ces traitements innovants ? Quels sont-ils? Pour quelles maladies? Sous le mot innovant, on peut tous imaginer, quelquefois c'est tout simple, une modification à la marge de la part des laboratoires et qui vont faire passer donc ces traitements pour innovants. Donc quels sont-ils? Comment pourraient-ils aider à la pénurie des médicaments? Laurence Cohen. Madame la rapporteure. Oui, alors moi c'est toujours par rapport aux propos et aux réponses en fait que vous nous avez apportées, avoir encore des précisions. Vous avez beaucoup parlé de la transparence. Nous partageons ici au niveau de la commission d'enquête la nécessité de transparence. Je veux dire que le CEPS fait un travail extrêmement important, pas facile, avec pas un grand nombre de personnes d'ailleurs au niveau du CEPS, mais est-ce que vous ne croyez pas que justement la transparence à tous les niveaux et notamment au niveau des prix serait un facteur qui pourrait être utile, y compris pour le gouvernement, pour peser et pour éviter cette inflation au niveau des prix, parce que là il y a une grande opacité. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que je reviens quand même sur... vous avez parlé effectivement de pénalités éventuelles. Moi, je vous ai parlé de conditionnalité par rapport aux aides qu'on peut donner aux entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas aller justement beaucoup plus loin ? Et parce que quand même c'est assez timide, hein, les conditionnalités. Vous m'avez d'ailleurs pas répondu par rapport à l'emploi quand je vous ai cité Sanofi quand même qui dans une période telle que celle-ci supprime des emplois, ce qui va entraîner une perte de fabrication des principes actifs. Et alors donc s'il n'y a pas de conditionnalité vraiment très ferme en amont, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une exigence plus ferme de remboursement des aides qui ont été apportées quand le service rendu n'est pas au rendez-vous? Est-ce que ça ne pourrait pas être un levier?
La troisième question, c'est sur, vous avez parlé effectivement, il me semblait que vous êtes allé dans le sens des propositions que je vous soumettais concernant la fabrication d'une part publique sur un certain nombre de médicaments restreints, une cinquantaine, etc., pourquoi pas. Et vous avez même dit, y compris de médicaments abandonnés. Ça fait tilt parce que nous avons auditionné le laboratoire, notamment d'Elbert, qui nous a dit qu'ils étaient en grande difficulté, eux, par rapport justement à la fabrication, parfois quand ils voulaient reprendre des médicaments abandonnés. Et eux nous l'ont dit, mais d'autres nous l'ont dit, par exemple, eh bien, ils n'ont pas, alors moi je vais le dire de manière un peu familière, mais ils n'ont pas la recette du médicament, et parfois ils sont obligés, vraiment, ils galèrent pour arriver à produire. Et on nous l'a aussi dit d'ailleurs dans les pharmacies centrales. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour obliger que quand un labo abandonne une molécule, eh bien, il abandonne pas seulement la molécule, mais également le secret de fabrication, si je puis dire. Et enfin, je reviens sur la GEPS. Je vous ai parlé quand même de suppression de 30 à 40 emplois temps plein annoncés. Donc, est-ce que là, il ne peut pas y avoir une intervention forte, déterminée du ministre que vous êtes, parce que ça a obligatoirement des conséquences par rapport à la production, donc à la pénurie de médicaments. Et du coup, je vous pose la question parce que... Alors, c'est quelque chose de compliqué, mais il y a un article dans le Code de la santé publique, R5124-69, sur le droit à la concurrence. Vous savez que la GEPS n'a pas le droit d'être en concurrence avec le privé. Mais finalement, si on constate qu'un labo ne rend pas le service sur un AMM qui est exploité, est-ce qu'on ne peut pas contrevenir, enfin modifier cet article pour permettre à la GEPS ou aux pharmacies centrales d'intervenir à ce moment-là précis? Ça nécessiterait de modifier cet article, mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, concernant tout d'abord la question des traitements innovants, alors traitements innovants sont des traitements qui apportent un service médical supérieur, bien entendu. Ce sont des traitements qui peuvent apparaître dès la phase 2 des essais cliniques. Idéalement, ensuite, ils sont complétés, bien sûr, par une phase 3. Alors, nous avons différentes procédures pour ces traitements innovants. Bien sûr, on ne met pas sur le marché des traitements sans une analyse de ces mêmes traitements. La procédure de l'accès précoce est une procédure qui nous permet de mettre sur le marché des médicaments plus tôt, d'ailleurs d'une façon générale 1 an avant la majorité des pays européens. C'est une procédure qui est accélérée mais qui respecte bien entendu l'ensemble de notre circuit de validation. Tout d'abord un avis de la Haute Autorité de Santé, bien entendu, qui sur des données scientifiques permet de voir l'efficacité de ce produit et qui juge de l'efficacité de ce produit, l'avis également de la NSM. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la possibilité d'utiliser des mises sur le marché conditionnelles sur la base d'un avis de l'Agence européenne du médicament, qui nous permet de mettre ces produits très innovants à disposition de nos concitoyens plus rapidement. Ça a été le cas, par exemple, récemment par le Truvelva, je ne sais jamais entre les deux, qui est un médicament pour le cancer du sein triple négatif, qui a des résultats particulièrement intéressants. Reste, et je crois qu'on des interrogations, sur, vous savez qu'il y a cet ASMR qui est donné de 1 à 4 sur les produits très innovants. Il reste une interrogation sur l'ASMR 5, pour être tout à fait clair avec vous. L'ASMR 5 regroupe 2 classes de produits sur lesquels nous sommes en train de réfléchir à une distinction, soit ceux qui ne font pas mieux que le reste, et donc qui n'ont pas de côté plus positif pour
soigner les patients, et donc il n'y a pas forcément d'intérêt à les mettre sur le marché rapidement, et d'autres pour lesquels il n'y a pas de comparateur. Et ça reste une interrogation, c'est-à-dire que quand le produit est tellement innovant qu'on ne peut pas le comparer à d'autres produits, il faut qu'on puisse quand même le mettre sur le marché. On a le sujet des thérapies qui sont considérées comme thérapies innovantes, dans la loi de finances de sécurité sociale de 23, qui permet d'étaler le paiement de ces produits, puisqu'on parlait beaucoup du prix, entre le prix qui est décidé au départ et les résultats dans la vie réelle. C'est quelque chose qui se fait patient par patient et qui est un suivi très individualisé de l'efficacité de ce médicament dans la vie réelle, permettant d'ajuster le prix. Et enfin, on a aussi les procédures d'accès direct, qui sont un accélérateur de mise sur le marché pour des produits qui ont un ASMR de 1 à 4, avant même les discussions sur le remboursement et pendant la période de négociation pour l'élaboration du prix. On a la possibilité par cet accès direct, et ça très positif pour nos concitoyens, de le mettre sur le marché à un prix qui est fixé, et la différence de prix, si elle existe une fois qu'on a défini le prix avec le CEPS, le laboratoire peut être amené à rembourser la différence de prix si le prix définitif est plus bas. Donc vous voyez qu'on a des procédures sur ces produits innovants qui toujours partent sur la base de l'analyse scientifique faite par la Haute Autorité de Santé de la pertinence de l'utilisation de ces produits et de leur efficacité. Alors, Madame Cohen, concernant les différentes questions, nous nous rejoignons sur ces questions de transparence, vous le savez. C'est essentiel à tous les niveaux et particulièrement au niveau du prix, vous avez entièrement raison. Malheureusement, nous sommes en face à peu près systématiquement du secret des affaires, qui est très difficile d'avoir cette transparence totale sur l'élaboration réelle du prix. Si on affiche les vrais prix, ça va être parfois compliqué. Déjà, c'est difficile de les avoir. C'est compliqué pour les laboratoires qui ne voudraient plus commercialiser en France s'ils affichent un prix plus bas que dans d'autres pays européens. Donc, on a là aussi un enjeu de maintenir le marché avec les différents industriels. Pour autant, le prix qui est défini en France reste un prix de référence pour de nombreux pays, également au niveau européen. Ces règles aussi, je crois que ce qui est important sur le prix, c'est que ce n'est pas un prix qui est fixe et définitif. Il y a une dynamique au niveau des prix et il est important de la tenir, de la prendre en compte, bien entendu. Sur pénalité, conditionnalité, je vous rejoins. Il faut certainement aller plus loin dans les mesures que nous mettons en place, et ça rejoint un peu ce que l'on disait sur ce vade-mecum, probablement à mettre en visibilité dans le cadre de ce vade-mecum et des exigences. Là aussi, un travail qui est interministériel pour le coup, entre des exigences que pourrait avoir l'industrie et moi les exigences que je dois avoir sur la mise à disponibilité de ce produit et la garantie que nous ne soyons pas en rupture de stock. Alors, les médicaments abandonnés, là aussi, je ne peux que souscrire à votre remarque. C'est finalement tout le sujet de la mise à disposition des brevets. Comment, là aussi, malheureusement, des règles qui ne dépendent pas que des règles de la santé à ce sujet. Concernant le GEPS et sur les emplois du GEPS, je le disais tout à l'heure, j'apprends très honnêtement cette information. Donc nous allons regarder ça de très près et voir exactement ce qu'il en est et d'où viennent ces annonces et si elles sont fondées et comment, enfin, ce qu'il y a un petit peu derrière. Tout comme cet article R5124-69 que de toute évidence il nous faut regarder de très près sur votre remarque qui serait de confier au GEPS non pas uniquement lorsque le médicament n'est pas produit, mais également lorsqu'il y a une défaillance des industriels. Il me semble que nous pouvons déjà utiliser cet article, puisque ce que nous avons fait cet hiver pendant la période de pénurie répond exactement à cette problématique, et donc nous avons pu l'utiliser. Donc je pense que si le cas devait se reproduire, nous ferions de même. Très bien, pour faire un peu d'humour, comme quoi toutes nos auditions ne seront pas scrutées avec la même attention, parce que c'était quand même un témoignage de la GEPS lors d'une des auditions, la suppression des postes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues? Eh bien, Monsieur le Ministre, nous vous remercions beaucoup de ces réponses. Et puis, nous rendrons, nos propositions assez vite. Il y aura certainement des convergences, mais il y aura aussi des complémentarités qui, de toute façon, depuis le rapport du Sénat de l'été 2018, où il y avait à l'époque que 700 pénuries, et ce qui était déjà vécu de façon fort logiquement assez terrible par les patients, il est temps qu'on accélère, et donc toutes les contributions seront évidemment utiles, et en tout cas vous pouvez compter sur le Sénat pour apporter une liste ferme de propositions qu'il faudra désormais prendre en compte de façon beaucoup plus ferme qu'en 2018. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, merci Madame la Présidente. Si je peux juste me permettre juste une demande. Est-ce que vos conclusions, vous avez à peu près une temporalité, parce que comme je dois sortir la feuille de route... On a bien compris que la temporalité était un élément important pour notre commission d'enquête du point de vue du ministère, en tout cas à début juillet, première semaine de juillet. Merci, ce qui me permettra de le faire avant. Certaines de vos remarques dans le plan pénurie. Merci beaucoup. De toute façon, nous maintiendrons l'échange, puisque l'objectif de cette commission d'enquête, c'est évidemment de faire avancer le sujet pour le bien public. Hein. Voilà. Merci beaucoup.